Il est 7 heures et c'est l'instant réservé à la revue de presse sur Canal 2 International et il est déjà bien en place. Certainement le cœur enflammé de joie comme il aime à le dire. Eh bien, on vous laisse l'antenne pour ces minutes précieuses avec tous nos téléspectateurs. La revue de presse avec vous, Gisèle Pierre Issono. Bonjour. Également à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Je les accueille donc à Yaoundé, la capitale camerounaise, le cœur enflammé de joie. Vous l'avez tantôt indiqué. Bienvenue à eux, bienvenue également à vous en ce jour de rentrée. En tout cas, c'est la première journée de la semaine. C'est donc lundi au Cameroun sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Lui, il s'appelle Joshua aussi. Il risque une peine politique en provenance de sa formation politique. J'ai nommé le SDF, le Social Democratic Front, qui a donc fini par accéder hier à la demande, que dis-je, samedi dernier, à la demande du président régional et non moins député Jean-Michel Ninche, qui souhaite que le 8-2, c'est d'ailleurs une disposition très redoutée au sein de la formation politique de Nidjon Fundi, le SDF, qui s'abattrait donc sur le récent candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 pour ce qui est du SDF, le Social Democratic Front. La une du quotidien de Guardian Post au siège imposant à Yaoundé, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise, et bien donne des détails selon lesquels les juges du chef de cabinet du SDF disposent d'un délai de 3 semaines, question de rendre leur copie. C'est là l'une des résolutions fortes du NEC, le National Executive Committee, qui s'est tenu samedi dernier ici même à Yaoundé. Ce pourrait être une véritable tectonique au sein de la formation politique de Nidjon Fundi, avec ces revendications qui ont été formulées depuis quelques temps maintenant, depuis le lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun en 2018, et elles sont notamment l'émanation de Jean-Michel Ninche, qui est ainsi accompagné par un courant idéologique au sein de cette formation politique, reprochant tout d'égo à leurs camarades et amis d'hier d'avoir pactisé avec le régime de Yaoundé. Cela fait partie des faits à démontrer ou à ne pas démontrer par ce comité, notamment par ce groupe de juristes du chef de cabinet qui a donc été appelé à la rescousse, question de trancher cette problématique-là, et on devrait donc avoir la réponse d'ici à 3 semaines, si l'on s'en tient aux conclusions qui ont donc été dégagées au terme des travaux tenus à Yaoundé et qui sont répertoriés et répercutés totalement ce matin par The Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. Politique encore, également au cœur de Meyoumé Salah Hebdo, lui aussi en kiosque ce lundi, qui prévoit, et d'ailleurs il perce un peu le mystère s'agissant de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la franquisation de la vie publique au Cameroun, depuis que certaines velléités font état de ce que, eh bien, Paul Biya pourrait passer pour ce qui est du sommet de l'État. Rien n'est plus exclu sur un éventuel dévolu que Paul Biya jeterait donc sur son fils. Rappelle encore Meyoumé Salah Hebdo ce matin, c'est désormais un schéma possible dans le processus de succession à la tête de l'État du Cameroun, mais il s'agit, dit-il, d'un choix cornélien pour le président Paul Biya, certainement le plus important qu'il devrait donc trancher à l'issue notamment de ce mandat en cours encore, et pour lequel le peuple camerounais l'avait porté au trône en 2018. Un Biya peut en cacher un autre, s'exclame ainsi prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biaye, lui aussi en kiosque ce lundi, et bien au regard de la discrétion qui caractérise le fils aîné du président Paul Biya comparativement à son père lorsqu'il travailla avec une certaine sérénité et une discrétion sous les ailes d'Amadou Ahidjo, affirme ainsi Jean-Baptiste Biaye. Très vite, sa presse, le journal d'Enjofis, est également en kiosque ce jour, et bien Steve John, qui estime que il faut passer très rapidement sur cette problématique qui est certes d'actualité, mais qui impacte très peu sur le revenu quotidien et même la vie quotidienne des Camerounais. Le journal est passé là-dessus pour centrer, lui, son énergie sur le lourd dossier de Banganté, dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, Banganté, où le dénouement n'a toujours pas eu lieu au sujet de l'élection du nouveau maire local, pendant que les camps rivaux se battent, c'est-à-dire Ketcha Cortez, Niad Djefendi. Eh bien, le journal propose simplement
Un troisième larron qui pourrait faire donc office de consensus, question de diriger la commune de Banganté. Une jeune, une dame, Evelyne Nana, elle s'appelle pour ne pas la nommer, qui s'en va donc à la conquête de l'ultime siège pour parler du maire de Banganté. Elle pourrait faire le consensus, affirme ainsi le journal de Stephen George, sa presse en kiosque ce lundi. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, nous ramène à la vie sanitaire. Prétexte suffisant pour constater doucement mais amèrement comment et très souvent ces temps derniers au Cameroun, les ministères ont été vidés de leurs compétences au bénéfice de la présidence de la République dans le grand concert de ce qu'on appelle les task force, lesquels sont déportés sans façon, pour parler ainsi des compétences des ministères, de ces ministères-là à la présidence de la République sous l'appellation jugée rocambolesque par le journal de Task Force. Task Force de Macabo, Task Force de Patate, pour tout ce qui est donc interprété par le journal ce matin comme étant une déportation des pouvoirs, des compétences des départements ministériels en faveur du secrétariat général de la présidence de la République. On parle là d'un dossier qui a trait à la gouvernance. À la fin, tout est ramené à la présidence de la République comme par méconnaissance des compétences du gouvernement de la République. Encore lui s'exclame pour sa part la météo, le journal des dieux de Nain-Veng, et évoquant cette fois-là le tout-puissant ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Encore lui, allusion faite à la task force ayant cette fois-là trait à la gestion de la pandémie de Covid-19. Eh bien, les premiers éléments dont le journal dispose copie ce matin montrent que la passation des marchés a simplement ignoré les règles de l'art en la matière. S'il est vrai que les marchés ont été passés à partir de la présidence de la République, conclut ainsi la météo édition de ce jour. Niet s'exclame pour sa part, réalité le journal de Pongwari qui dit, traitant du même sujet ce matin, il s'agit simplement, affirme-t-il, des vaines et polémiques inutiles. D'abord, parce que Ferdinand Ngongo ne signe pas les actes relatifs au marché. Il explique que le ministre d'État SG de la présidence de la République joue simplement un rôle de coordination. Les documents définitifs sont ainsi soumis à l'approbation du président de la République qui les agrée ou non avant leur transmission au ministère de la Santé publique. C'est ce que le journal Le Soir, lui aussi, traitant de cela ce matin, accepte avec totalité d'ailleurs, car, ajoute-t-il, eh bien, la compétence pour signer les marchés publics revient simplement à Manaouda Balachi, le ministre camerounais en charge de la santé publique. Cela lui revient de passer et de signer les marchés publics. Sans détour, le journal de Nestor Ndiatou est également en kiosque ce lundi. Il évite de parler de détournement d'intérêt sur ce coup-là, car la task force en amont fait participer les différents représentants et des ministères et même des institutions impliquées dans la gestion de la riposte camerounaise face à la Covid-19. Le prolongement de ces explications est d'ailleurs assuré par le quotidien qui donne à dire que l'intérêt de cette procédure, celle selon laquelle la task force est plus à même de gérer les problèmes d'intérêt général, cela vise d'ailleurs à éviter des magouilles éventuelles au sein des ministères, dont celui de la santé publique qui a été décrié par le passé avec les marchés quelque peu sortis du commun des mortels. Quoi qu'il en soit, il sera difficile, voire même impossible, de donner une réponse favorable à cette institution de Bretton Woods, pour parler du FMI, le Fonds monétaire international, qui attend, rappelle encore le journal, les comptes sur l'argent qui avait été mis à la disposition du Cameroun. Le journal L'Indépendant a cependant se surprend à rendre donc compte de son enquête, une enquête qu'il a donc menée, car il faut cravater un certain nombre de gestionnaires de la fortune publique, des gestionnaires indélicats, cela s'entend, mais il faudra donc construire avant cela une nouvelle dizaine de prisons au Cameroun qui accueilleraient les responsables publics depuis la présidence de la République jusqu'aux opérateurs économiques, en passant par toutes les administrations, y compris celles où les troopers ont donc d'ailleurs commencé à être remboursés, d'où donc pour le journal, il s'agit d'une enquête impossible. Le Covid-Gate ne s'arrête d'ailleurs pas à cette indication proposée par le journal, puisque le quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce matin, est en passe de dénoncer un cas, un autre cas
cette fois la plus récente, concernant ainsi la même matière. Tout est dans la philosophie qui gouverne la gestion de l'argent Covid, l'argent public tout court au Cameroun, où souvent il existe donc des sociétés écrans, d'où donc pour le journal indépendant ainsi prolongé par le journal, eh bien, il n'y a pas possibilité de voir clair dans l'argent de Covid-19. Et voici ce pourquoi d'ailleurs le pays doit passer un certain nombre de contrats à hauteur de plus de 7 milliards et demi de francs CFA, d'où ces batailles qui se profilent encore à l'horizon entre les différentes composantes, entre les différentes compétences depuis la présidence de la République jusqu'au département ministère. En tout cas, chacun et tous se regardent en chien de faïence. Au-delà de l'argent, il y a l'autre gestion à l'intérêt bien établi pour le compte de la communauté. Eh bien, cela intéresse très souvent peu le commun des mortels, pour parler ainsi des choses qui ne touchent pas directement à l'argent. Le journal Midi Libre en kiosque ce matin sort un peu de cette chaussée-là pour nous conduire vers les actes au quotidien de certains directeurs généraux d'entreprises publiques et parapubliques. 4 d'entre eux sont manifestement aux abois, faute des résultats et notamment pour ce qui avait été donné comme cahier des charges par leur hiérarchie respective. Et bien au-delà de ces exigences de la hiérarchie, il y a également les demandes des populations qui n'ont pas tout à fait été satisfaites. D'où donc pour le journal, ces DG-là sont complètement incompétents. Le cas des Camtel ou encore des Néo saute à l'œil nu, conclut ainsi le journal Midi Libre en kiosque ce jour. On revient sur la question des marchés publics qui fait jaser au Cameroun, avec cette fois-là pile ou face des Roger NTD également en kiosque. Le journal qui crée les mois ce matin par l'anticipation sur les fonds destinés aux conseils régionaux. Eh bien, le journal se souvient simplement que Georges Elanga Obam, le ministre camerounais en charge de la décentralisation, avait effectué une tournée décriée en son temps pour ce qui est du choix donc des sites devant abriter les sièges des conseils régionaux. Sur cette base-là, redoute encore le journal, il se dit qu'il s'accaparerait donc les marchés, notamment de ces sièges des conseils régionaux. La Voix du Centre est en kiosque. Le journal attend encore les freins de ce champ concernant la décentralisation, un champ qui a été entonné dans les textes en 1996, puis il est mis en forme depuis quelques mois au Cameroun. On l'a tellement entonné, ce champ de la décentralisation, qu'il se veut aujourd'hui vulgaire, sans impact visible sur le terrain. C'est d'ailleurs un dossier que propose le journal en kiosque ce jour pour parler de la Voix du Centre sur la marche de la décentralisation. Au résultat, toujours très peu sur le terrain, dans l'intérêt général, l'intérêt des populations. En attendant donc ces résultats, le Zénith de Flash Njomu révèle un nouveau cas ce matin, un nouveau cas de malaise, notamment pour ce qui est du barreau du Cameroun. Le dernier examen pour ce qui est de l'aptitude au stage d'avocat a eu lieu au Cameroun il y a 7 ans, c'était le plus récent, et depuis, plus rien. En plus, l'Assemblée générale du barreau de 2019 avait été simplement mise entre parenthèses. Le barreau camerounais est probablement malade parce qu'il a été vidé de sa substance, ou alors il a été incrusté par le pouvoir politique, d'où donc un droit représente sa tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Justice, garde de Sceaux. Dans la promotion culturelle à présent, disons un mot avec la cloche également en que ce cette volonté d'accompagner la promotion de l'emploi par le sultan roi d'Ebamoun. En tout cas, le journal qui a vu cela se produit du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, avec le sultan roi d'Ebamoun, Ibrahim. Les initiatives dans ce sens dans la capitale économique camerounaise. Cap à présent sur le Tchad voisin et N'Djamena en particulier, où la solution n'est pas la transition qui est donc en cours du côté du Tchad voisin. La société civile demande le retour à l'ordre constitutionnel. L'armée, quant à elle, refuse et accepte plutôt de collaborer éventuellement avec un certain nombre de leaders de la société civile. En tout cas, c'est un dilemme pour lequel Paul Biya, le président camerounais, a d'ailleurs été consulté
à travers un émissaire du Conseil militaire de transition. C'est en tout cas un compte rendu que propose l'anecdote édition de ce jour. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, a d'ailleurs suivi cette audience et en apporte des précisions. Eh bien, la première étant que l'émissaire dont il s'est agi était le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République tchadienne. Autre précision, les questions de transition, certes, ont été évoquées, mais il y a d'autres sujets qui ont également été évoqués au cours de cette audience que le président camerounais a accordé à l'émissaire tchadien. Il en est ainsi des questions de sécurité sous-régionale et puis du sport et du football avec la présence dans nos murs dès ce lundi 9 mai 2021. Dès ce lundi donc, il y a une délégation de la CAF, la Confédération africaine de football. Elle vient pour inspecter, question d'ailleurs d'évaluer le site du Palais des Sports de Yaoundé à Ouarda, qui est d'ailleurs parti pour servir de lieu de tirage au sort pour ce qui est de la CAN 2021 que le Cameroun abrite dès janvier prochain sur son sol à travers les stades qui ont d'ailleurs été construits et ou rénovés pour ce qui est d'un certain nombre de cas qui ont été réhabilités pour abriter cette compétition continentale dont on sait qu'elle est déjà très attendue. Revue de presse Made in Yaoundé à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine Stop Fin. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain quand il sera 7 h. Pour le moment, je vous invite à repartir du côté de Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière qui est dans les studios de Canal 2 International à Douala, la capitale économique du Cameroun. Je lui passe le pouvoir, je lui passe le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour donc à Michael en vous souhaitant un bon début de semaine. C'est à vous et c'est à vous à Douala. Bonjour Gislain Pierre, je vous souhaite de passer une très belle journée à Yaoundé, très bon début de semaine à vous. La suite à Douala, vous l'avez dit, avec le Messager, un quotidien qui paraît dans la métropole économique du Cameroun, qui nous parle à sa une ce jour de la réunion du comité exécutif national du Social Democratic Front, réunion tenue ce week-end à Yaoundé avec le cas du premier vice-président de la formation politique qui a été exploré par la formation politique, une session du NEC qui s'est tenu le week-end et a transmis le dossier de l'auto-exclusion de Joshua aussi, premier vice-président de ce parti à la commission juridique. La réaction du concerné est contenue d'ailleurs dans les colonnes du Messager aujourd'hui. À peine les rideaux ont été tirés sur les travaux de Yaoundé qu'une intox a inondé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Joshua aussi, chassé du SDF, a claqué la porte du NEC alors que les travaux se poursuivaient. Cette rumeur, effectivement, devenu viral sur les autoroutes de l'information, a fait fi des résolutions du NEC qui étaient encore attendues et a cru bon d'expulser le premier vice-président de cette formation politique, joint au téléphone par le Messager. Joshua aussi, par ailleurs, député du Vaury-Centre et questeur à l'Assemblée nationale, en transit à Paris, capitale française, dans le cadre d'une mission parlementaire à l'étranger qui commence ce lundi, estime qu'il n'en est absolument rien. Le NEC a simplement transmis le dossier à la commission juridique afin qu'il examine le fond et il assure d'ailleurs dans les colonnes du Messager ce jour qu'il a assisté aux travaux jusqu'au moment où ceux-ci sont parvenus au divers. À ce moment, il fallait rattraper un vol. C'est seulement à ce moment qu'il est parti. Il n'a jamais claqué la porte de cette réunion du comité exécutif national de sa formation politique à Yaoundé. Conclut le Joshua aussi justement dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque ce lundi. La Nouvelle Expression est également en kiosque et en fait aussi sa une aujourd'hui. Le journal voit le parti en mauvaise posture avec cette demande d'exclusion du premier vice-président qui a été jugé recevable et confié à la cellule juridique du parti pour examen au fond. Le journal voit justement une sorte d'implosion au sein de la formation politique avec les 3 prochaines semaines qui s'annoncent dès lors cardinales pour le parti politique, non seulement pour le premier vice-président du SDF, mais également dans la bataille pour la succession de Ni John Frundi, président du Social Democratic Front, conclut la Nouvelle Expression qui nous parle aussi dans ces colonnes aujourd'hui de ces instituteurs qui sont en colère à Yaoundé, ces instituteurs en colère qui menacent de manifester, le torchon qui brûle donc entre eux et le ministre de l'Éducation de base. Mouvement syndical des ex-maîtres de parents a craché son venin face à la presse la semaine dernière à Yaoundé, mais ce n'est pas encore la grève que comptent faire des instituteurs contractualisés depuis 2 ans, qui est donc étouffée jusqu'ici par le gouvernement, mais on n'est pas loin de cette grève, d'autant plus que le ministère
ministère de l'Éducation de base empêche les avancements, accuse un responsable de ces syndicats, ces syndicats justement qui ont rencontré la presse la semaine dernière pour réchauffer ces problèmes qui ont fait l'objet d'un préavis de grève annoncé le 2 décembre 2020 déjà et attiré l'attention de la communauté nationale sur les misères de ceux dont dépend l'avenir des élèves camerounais. Le syndicat avait alors soulevé 9 préoccupations dont l'exigence d'avancement et de prise en solde automatique en relevant que seulement 2% des 6 000 instituteurs qui ont été sevrés d'avancement ont pu être satisfaits. La dénonciation des recrutements par voie de concours avec des failles qui ont émaillé ces nombreux recrutements, plus de 9 donc revendications portées à l'encontre du ministère de l'Éducation de base à lire dans la nouvelle expression de ce jour, qui nous parle aussi d'une affaire de faux diplômes à la commune d'arrondissement de Douala 5e, une affaire de faux diplômes qui secoue cet exécutif communal. Il s'agit des personnes ayant été recrutées sur la base de faux diplômes. Sur 51 individus, seuls 18 ont été convoqués et sont passés aux aveux. Et l'on se demande jusqu'ici où sont passées les 33 autres personnes. Des interrogations qui réconfortent le sens de l'injustice ayant meublé ce processus d'assainissement où toute la mairie pense que près de 15 millions de francs CFA auraient traversé plusieurs poches par ailleurs. Comment comprendre donc l'absence de la secrétaire générale de la mairie dans toutes ces assises, surtout que plusieurs langues l'accusent d'avoir la main mise sur la gestion de cette municipalité? C'est sur cette question que certains agents de la dite commune continuent de cogiter, ces derniers qui estiment qu'au regard de la liste des 18 mis en cause, on dirait une épuration des proches de la défunte François Fourni, où sont donc passés les 33 autres personnes accusées de détenir les faux diplômes et qui continuent d'agir ou alors de travailler dans cette commune d'arrondissement de Douala 5e. Questions et réponses dans les colonnes de la nouvelle expression de ce lundi. Intégration est également en kiosque ce jour, l'hebdomadaire. La tribune des communautés nous parle à sa une aujourd'hui d'un quartier, un quartier de la métropole économique du Cameroun, Banga Pongo, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, vieille plaie, nouvelle blessure, alors que la taille de la population est de plus en plus grandissante dans cette localité. Elle reste toujours enclavée 16 ans après le crash, on se souvient du Boeing 700 de la compagnie aérienne Kenya Airways. Rien pratiquement n'a changé sur place. Les habitants disent porter encore des stigmates, peut-être moins visibles aujourd'hui comme un fardeau, ce d'autant plus qu'en termes de développement, Banga Pongo semble être, de leur point de vue, une terre abandonnée à l'observation. En effet, le chemin de croix menant à cette localité, située dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, est fait des routes enclavées et de grosses flaques d'eau. Des habitants enfuis dans l'eau et dans la broussaille meuble également le décor, laissant par moments croire à une zone inhabitée. C'est un calvaire pour accéder à cette zone, surtout en période de pluie, lance les habitants de cet quartier qui fulmine d'ailleurs de colère dans les colonnes du journal Intégration en kiosque aujourd'hui. Le même journal nous parle des chrétiens qui sont devenus la cible des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une foule de chrétiens ciblés plutôt par des séparatistes dans la région du nord-ouest précisément. Dans la matinée du 7 mai dernier, une attaque à l'arme lourde attribuée aux sécessionnistes s'est heurté à la riposte musclée des forces de défense et de sécurité dans cette région. Nous apprend le journal Intégration en kiosque ce jour. L'œil du Sahel est également paru et nous parle de politique à sa une aujourd'hui avec cette réunion qui avait été convoquée par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Ege Djibril, qui n'aura finalement plus lieu. Il vient de renoncer aux états généraux du RDPC dans le Grand Nord. Le président de l'Assemblée nationale a donc opéré un rétropédalage qui était d'ailleurs attendu. Ces états généraux du RDPC dans le Grand Nord, version Kavaye Ege Djibril, ne se tiendront plus comme annoncé si l'on s'en tient à une correspondance du président de l'Assemblée nationale lui-même datée du 23 avril 2021 et adressée aux 3 chefs de délégation permanente régionale du RDPC pour l'Adamawa, le Nord et l'extrême nord du Cameroun. Aussitôt, se souvient le journal, la publicité de la fameuse correspondance faite qu'elle a reçu un accueil glacial chez les militants du parti au pouvoir. Des voix se sont élevées en guise de protestation en
mettant en avant un ensemble de griefs, entre autres que Kavaïgué Djibri, chef de délégation permanente régionale de l'extrême nord, avait outrepassé ses pouvoirs en donnant des instructions à 2 de ses pairs, quand certains ne demandaient tout simplement pas qu'il soit traduit devant le conseil de discipline du RDPC pour avoir usurpé des fonctions dévolues au secrétaire général du comité central du RDPC. Les raisons de ce rétropédalage et la situation de cette formation politique dans le Grand Nord Cameroun en page 3 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui nous annonce également que le successeur d'Alim Ayatou sera connu ce jour. 12 candidats en lice pour les consultations organisées par le préfet du département de la Benoué, qui sera le Lamido de Garoua. Le nom sera connu aujourd'hui. Les candidats favoris au poste donc de Lamido sont présentés par le journal L'œil du Sahel de ce lundi. L'Indépendant est également paru ce jour, l'Indépendant, qui nous parle de la gestion des fonds liés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, avec un rapport accablant de la Chambre des comptes qui révèle un scandale de corruption et de concussion à grande échelle à marge des instructions présidentielles prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, coacteurs et complices détournements de fonds liés à la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Le journal L'Indépendant qui va plus loin et note que par souci de transparence, le chef de l'État a décidé de réorganiser la gestion des fonds alloués à la riposte contre la pandémie de Covid-19 en la centralisant à la présidence de la République en ordonnant l'ouverture d'une enquête judiciaire sur des cas de malversation financière. Le scandale autour de la gestion des fonds Covid n'en finit donc pas de faire des vagues. L'échange épistolaire entre le SGPA et le garde des Sceaux, outre qu'il révèle une leçon magistrale de correspondance administrative, contient des sous-entendus féroces. On n'est pas au bout des rebondissements. Le journal en finit pour noter que la création d'une task force par le président de la République et dirigée par le secrétaire général de la présidence de la République est venue sonner le glas des détournements de deniers publics autour de la gestion de ces fonds destinés à la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Sans détour également en kiosque ce jour, appel à une trêve d'amalgame. Le journal Sans détour qui note justement que cette création de la task force de lutte contre le coronavirus par le président de la République vient mettre un terme aux nombreux détournements qui étaient déjà observés jusque-là, mais une amalgame est née depuis quelques jours au sujet d'une prétendue attribution des marchés de la task force. Eh bien, la task force n'a aucune vocation à signer des marchés au cœur du protocole de travail inclusif et transparence de la nouvelle structure que l'intox et la manipulation tentent de vilipender. Mais pourquoi une task force a-t-elle été créée? Pour quel objectif? Quel but? Quelles sont les missions poursuivies par cette task force? Quelles sont ses prérogatives? Le journal Sans détour de Nestor Djatou nous donne toutes les clés pour comprendre les attributions de cette task force dans ses colonnes ce lundi. Horizon Plus, un autre magazine un kiosque aujourd'hui, le magazine Horizon Plus, nous parle justement de ce soutien apporté aux détenus de la prison centrale de Douala, avec Awa Suleiman qui était au chevet des musulmans de la prison de Douala, la chevalière de l'ordre et de la valeur en tant que présidente de l'antenne Yakamata Nassara numéro 1, Makeya, a effectué une visite d'amitié et a remis un don de denrées alimentaires pour soutenir ces derniers dans leur rude épreuve. Par ailleurs, une prière a été dite au profit de ces pensionnaires pour que Allah très grand puisse les aider à retrouver le chemin de la liberté, écrit le journal Horizon Plus, magazine en kiosque ce jour. Ndé Info est également paru aujourd'hui, le journal qui nous livre des informations du département du Ndé, région de l'ouest du Cameroun, nous parle encore de ces questions d'élection à la commune d'arrondissement de Baganté, avec Evelyne Nana qui serait donc en route selon le journal Ndé Info pour le fauteuil de maire. Sa connaissance du terrain, sa proximité avec toutes les couches sociales, son ancrage idéologique, sa constance dans les rangs du RDPC et sa fidélité à Paul Biya sont des atouts qui séduisent déjà la majorité des conseillers municipaux, écrit le journal Ndé Info en kiosque ce jour, et poursuit d'ailleurs Ouest Echo, également paru aujourd'hui. Ouest Echo qui parle aussi de cette élection à rebondissement à la mairie de Baganté, présente Evelyne Nana comme le joker surprise anti-Éric Nyat. Joker surprise anti-Éric Nyat, c'est donc le titre choisi par le
journal aujourd'hui, qui présente d'ailleurs le parcours de cette dame qui est responsable de l'organisation des femmes du RDPC dans le Ndé Nord et qui occupe de nombreuses autres fonctions, présidente de nombreuses associations, institutrice également. Le parcours de cette dame et ce qu'elle propose pour la gestion de la mairie de Baganté à retrouver dans les colonnes de Ouest Éco ce jour, et de la nécrologie également avec un rappel mémoire. Il s'appelait Simon Achidi Achou, first premier ministre anglophone du Cameroun. Le portrait de l'homme est dressé par le journal. On se souvient, il est décédé il y a quelques jours. Et Ouest Éco nous propose donc son portrait et d'ailleurs son parcours, sa biographie dans ses colonnes ce lundi. Ce lundi, justement, la semaine a bel et bien déjà recommencé pour vous, Michael. Oui, effectivement, nous sommes là en poste depuis 5 heures ce matin. Oui, depuis 5 heures et vous venez à l'instant de livrer ce rendez-vous avec tous nos téléspectateurs, la revue de presse. Et la presse, justement, parle abondamment ce matin de la réunion du NEC, du SDF, tenue ce week-end à Yaoundé. Une réunion visiblement centrée sur le vice-président de ce parti, Joshua aussi. Que pouvons-nous retenir de cette réunion? Bah, écoutez, vous l'avez peut-être suivi dans l'ensemble des journaux de ce matin au sujet de cette fameuse réunion où les réseaux sociaux ont annoncé que le premier vice-président, Joshua aussi, que vous avez cité tout à l'heure, avait claqué la porte du NEC, du comité exécutif national, après avoir été chassé. Eh bien, il n'en est vraiment absolument rien, et il faut noter que ces informations circulaient sur les réseaux sociaux alors que les résolutions même de cette réunion, de ce comité exécutif national, n'étaient pas encore rendues publiques. Il se trouve tout simplement, et les journaux l'ont dit ce matin encore, que le premier vice-président du parti devait se rendre à une mission parlementaire en Europe. Et donc, il a suivi presque l'ensemble des travaux de cette réunion, et juste après, il a dû prendre la route pour l'aéroport international Sissi Malène à Yaoundé, où il devait prendre son avion pour sa mission parlementaire. Donc, il n'a jamais été chassé comme l'annonce a été faite. Il a d'ailleurs tenu à le réitérer dans les colonnes du Messager de ce matin et bien d'autres journaux qui ont traité cette actualité. Mais ce qu'il faut noter, justement, c'est que c'était une réunion très houleuse, qui était très attendue d'ailleurs, avec ce point particulier inscrit à l'ordre du jour. Il fallait revoir cette résolution d'un comité régional du SDF pour le littoral qui constatait, pour faire bref, simple, l'auto-exclusion du premier vice-président de ce parti, Joshua aussi, après à son encontre de collusion avec le parti au pouvoir, de bien d'autres perceptions d'argent et tout ça. Bon, il y a beaucoup d'accusations qui étaient portées contre lui. Donc, c'était une réunion très attendue, et le comité exécutif régional du littoral avait donc constaté, je dis ça ici, l'auto-exclusion de Joshua aussi. Il revenait donc au comité exécutif national de revoir, de discuter autour de cette résolution du comité exécutif régional du littoral et de prendre une décision, mais simplement la décision qui a été prise était de confier ce dossier à une commission juridique du parti qui va évaluer cette décision avant de voir par après qu'est-ce qui sera décidé en dernier ressort. Voilà ce qui sera décidé en dernier ressort, pris comme décision en dernier ressort. Donc, au sujet de l'exclusion du vice-président du parti, il n'en est rien à l'heure actuelle. La commission juridique devra se pencher sur la question. Bon, même si un délai n'a pas été donné pour ce travail-là, on attend tout simplement de savoir qu'est-ce que la commission juridique dira au sujet de cette résolution du comité exécutif régional du littoral. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que ce qui se passe là, c'est une grosse bataille du contrôle de cette formation politique. D'abord dans le littoral, parce qu'il faut noter que les deux protagonistes, à savoir Joshua aussi, premier vice-président du parti, Jean-Michel Nitieux, député à l'Assemblée nationale, comme Joshua aussi d'ailleurs, et président régional du parti pour le littoral. Les deux se battent effectivement pour le contrôle de la formation politique, d'abord dans la région du littoral et également au niveau national, parce qu'il faut se souvenir, Patricia, que le président, le chairman, Lee John Frundi, lui-même m'a dit il y a peu qu'il devait passer la main. Il ne comptait pas rester président de cette formation politique à vie, il devait passer la main. Et donc, les appétits de succession, des guerres de succession se jouent un tout petit peu comme ça depuis quelque temps. Chacun vouloir, bien sûr, prendre la tête du parti au moment du départ du président
national de cette formation politique. Donc, tout se joue à ce niveau donc en ce moment. Et la décision de cette commission juridique qui a été commise pour connaître de cette affaire sera capitale pour cette formation politique, parce qu'il faut noter que si jamais le premier vice-président venait à être exclu, si son exclusion venait à être confirmée, ce serait un coup de tonnerre pour cette formation politique, parce qu'il faut rappeler qu'il a été quand même candidat à l'élection présidentielle de 2018, candidat de cette formation politique. Ce serait un coup de tonnerre parce que l'homme partirait, s'en irait peut-être avec de nombreux autres militants qui le suivront, peut-être. Mais si jamais il vient à être maintenu, c'est également un camouflet pour Jean-Michel Nitieux, le président régional du SDF pour le littoral, qui veut absolument voir tomber la tête de son premier vice-président, lui aussi qui entrerait peut-être dans une colère avec la région du littoral qui lui est pratiquement acquise. Et il a un contrôle et une assise politique ancrée dans la région du littoral. Donc ce sera une décision vraiment extrêmement difficile à prendre. Et c'était peut-être même un peu naïf de croire qu'une seule réunion du comité exécutif national tenue à Yaoundé pouvait trouver une solution à cela. Mais le SDF, le parti joue un peu sur le temps, en confiant le travail à une commission juridique. Et il faut noter également qu'il y a une mission de médiation qui a été mise sur pied, portée par le secrétaire général du parti, Paul Tchatchouan, qui visiblement n'a pas porté de fruits, mais il me semble que jusqu'ici, et ce que je crois savoir, c'est que cette mission de médiation se poursuivra tout simplement pour qu'on n'en arrive pas à exclure l'un ou l'autre de la formation politique, parce que si on venait à exclure le premier vice-président, ça aura forcément des conséquences. S'il est maintenu sans que ceux qui veulent le voir tomber ne soient d'accord, ce sera également une grosse difficulté pour la formation politique. Donc quoi qu'on dise, ce sera très compliqué. Donc la commission juridique a vraiment du pain sur la planche. Et ses résolutions, sa décision reste donc très attendue par les militants du parti et même par les Camerounais. Parce que le SDF, c'est quand même une formation politique qui est très représentée, forte justement dans le landerneau politique camerounais. Eh bien, vivement donc la commission juridique en question soit assez forte pour porter ce désormais combat, j'ai envie de le dire comme ça, et que la paix revienne au plus vite, parce que ça va faire beaucoup de batailles maintenant, et dans les formations politiques, et même dans notre cher et beau pays. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir ce matin encore. Plaisir partagé. Voilà. Merci. Alors, très souvent, on dit qu'il ne faut pas s'en tenir à seulement la revue de presse. On vous donne peut-être la quintessence. En fait, on vous donne ce que vous pourrez trouver dans les journaux, mais par la suite, il faudra bien courir dans les kiosques pour acheter les journaux et savoir ce qu'il en est pour de vrai. Même s'il est clair qu'avec Michael, on a assez de détails quand même pour bien comprendre de quoi il est question. On se donne rendez-vous demain. Demain, avec le même plaisir, nous serons là, Patricia. Et voilà, donc à demain. Et nous, à l'instant, on se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie de Canal Matin. À tout de suite.